Vous êtes sur RTIA, bonjour et bienvenue où que vous soyez dans le monde. Au sommaire de ce 13h, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il a procédé officiellement au lancement des travaux d'extension de l'aéroport qui a une capacité actuelle de 15 parkings d'avions. D'ici à 2019, l'on pourra compter 26 parkings au total. Le ministre de la Jeunesse, Sidi Touré, est depuis quelques jours au Burkina Faso. Il y est à l'occasion des États généraux de la jeunesse qui se sont tenus à Ouagadougou. Le protocole d'accord sur la création d'un fonds pour l'insertion des jeunes de la Côte d'Ivoire et du Burkina a aussi été signé. L'actualité, c'est aussi au Zimbabwe où Robert Mugabe vient d'être destitué de la présidence de son parti, le ZANU-PF. La télévision d'État a annoncé hier soir que Mugabe s'entretiendrait ce dimanche avec l'armée. La pression s'accentue encore sur le chef de l'État. Une nutrition adéquate, un droit pour tous et une condition essentielle pour le bien-être physique, mental et psycho-affectif de l'enfant, ainsi que pour la qualité de la vie de l'adulte. La malnutrition, sous toutes ses formes, nuit à la santé et au bien-être des populations. À travers la politique nationale de nutrition, le gouvernement ivoirien réaffirme que la nutrition est une priorité nationale. Au cours de ces derniers jours en Côte d'Ivoire, les réunions mondiales et régionales se sont enchaînées autour de la nutrition. Après le rassemblement mondial SUN, l'on vient de conclure avec le colloque régional sur les systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires sains et une nutrition améliorée. Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche M. Maouli Sabla, le conseiller technique principal chargé de la nutrition au bureau régional de la FAO pour l'Afrique. Bonjour M. Maouli. Bonjour M. Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On se retrouve dans 30 minutes. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La descente aux enfers continue pour Robert Mugabe. Le chef de l'État vient d'être destitué de la présidence de son parti, le ZANU-PF. Après la manifestation massive qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes ce samedi à Harare au Zimbabwe, la télévision d'État a annoncé hier soir que le président Mugabe s'entretiendrait ce dimanche avec l'armée. La pression s'accentue encore sur le vieux chef de l'État, confronté aujourd'hui à une manifestation sans précédent depuis la proclamation de l'indépendance. Mugabe, âgé de 93 ans, est le doyen des chefs d'État d'Afrique, voire du monde, a refusé de démissionner malgré les pressions de l'armée qui estime que ses actions et celles de son épouse Grace mettent en danger la paix et la sécurité nationale. Ici, en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly était hier samedi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le Premier ministre s'y est rendu pour lancer officiellement les travaux d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Travaux qui vont coûter 42 milliards de francs CFA sur la période 2016-2019. Ce projet d'extension ambitionne de répondre à l'augmentation du trafic des passagers qui devrait passer les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans. De quoi faire d'Abidjan le hub sous-régional. Alexis Ouedraogo. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan étend ses ailes et développe ses infrastructures. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a découvert la maquette de l'extension. Elle vise à optimiser le trafic sur l'aéroport, au départ comme à l'arrivée. Ce projet d'extension nous permettra de mettre en place des infrastructures modernes et d'assurer un service de qualité et compétitif qui fera de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny un véritable pôle économique d'intégration sous-régionale ouvert sur le monde. Pour le ministre Amadou Koné, ministre du Transport, il s'agit aujourd'hui de faire de l'aéroport d'Abidjan une référence. Ce projet va nous permettre d'accueillir plus d'avions, plus de compagnies aériennes et de fréquences, ainsi que d'accompagner le développement d'Air Côte d'Ivoire, première compagnie aujourd'hui de la plateforme en termes de trafic passager. L'extension de l'aire de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking avions supplémentaires. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de l'amélioration constante ces dernières années de l'aéroport qui a su faire face au flot des rencontres internationales dans le pays. Il a aussi salué les certifications obtenues dont la FAA en 2015 et la certification sécurité en juillet dernier. Cette certification qui doit être confirmée en décembre devra permettre d'avoir des vols directs Abidjan-Washington. De façon particulière,
Notre aéroport a toujours été à la hauteur des attentes du gouvernement à l'occasion des grands événements que notre pays abrite, avec des flux importants de passagers. Et je voudrais mentionner à cet égard les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au mois de juillet dernier et le dernier rassemblement du mouvement pour le renforcement de la nutrition il y a une semaine. Je reste également convaincu que la communauté aéroportière saura relever le défi du sommet Union africaine, Union européenne, que notre pays abritera les 29 et 30 novembre 2017. D'un montant de 17 milliards de francs CFA, le chantier doit être livré fin juin 2018. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'inviter les différents acteurs à des travaux de qualité. Ces entreprises sélectionnées pour leurs compétences et leur expertise devront traduire par la qualité de leurs travaux cette ambition affirmée de notre pays de disposer d'un espace aéroportuaire conforme à notre position de hub sous-régional. L'aéroport d'Abidjan entend d'ici 2025 accueillir près de 10 millions de passagers. Plusieurs autres projets l'entourent, notamment l'Aérocity, la ville aéroportuaire. Pendant ce temps, le SARA 2017 bat son plein et vous le savez peut-être, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est au cœur de cette 4e édition du SARA, le Salon international des ressources animales, de l'agriculture et des ressources animales. Parlons de sécurité alimentaire, je vous envoie maintenant à la découverte de Boku, une nouvelle variété de manioc en Côte d'Ivoire, le manioc qui occupe le 2e rang des cultures vivrières après l'igname. Selon le ministère de l'Agriculture, sa production est passé de 2 millions de tonnes il y a 3 ans à 4 millions de tonnes et demie en 2016. Une performance à mettre au compte du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui a conçu cette variété améliorée qui fait aujourd'hui le bonheur des populations. Boku ou le manioc miracle du CNRA, c'est un dossier et il est signé Jean-Louis Gbangbo. Marché de vivrier à Bouaké. C'est ici que Dame Sanogo achète le manioc pour le repas du jour. Elle s'assure de faire le meilleur choix. Le manioc fait partie de mon alimentation habituelle. Je mélange ça avec la banane. Comme je consomme beaucoup le foutou, et c'est ici que j'achète le manioc. Et en tout cas, il est très bon. Il est très bon. Quand on pile là, ça tire bien. Et puis c'est sucré. Et puis c'est pour tout. Il y a les gens qui quittent là-bas et disent non, c'est trop bon. Il faut me donner encore. Ce manioc qui suscite tant d'éloges de la part de cette vendeuse est en réalité la variété de manioc dénommée Boku. Une variété conçue par les chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est ici, à la station de recherche sur les cultures vivrières à Bouaké, que cette variété a été développée, ainsi que plusieurs autres par l'équipe du docteur Nzoué Boni. Nous avions mis au point 8 variétés améliorées qui sont dénommées Boku. Alors, les premières variétés qui ont été mises au point, c'est Boku 1, Boku 2 et Boku 3. Et la dernière série, c'est Boku 4, Boku 5, Boku 6, Boku 7, Boku 8. Et la particularité de ces variétés, c'est qu'elles sont productives. Vous avez les rendements qui partent de 30 tonnes à 40 tonnes hectares avec un taux de matière sèche très élevé. Ces différentes variétés ont été mises en place à partir de 2008. Testées dans des sites pilotes, les résultats ont été jugés satisfaisants. Des rendements moyens de 30 tonnes à l'hectare, là où les variétés traditionnelles produisent 8 tonnes et la possibilité de transformation en plusieurs sous-produits. Ce qui a permis une vulgarisation rapide de ces variétés. Une fois que la variété est mise au point, le CNRA produit la semence de base. Et cette semence de base est proposée à l'ANADER. L'ANADER prend le relais pour la diffusion de ces variétés en milieu paysan. Nous créons ces variétés pour répondre aux conditions du milieu, pour répondre aux exigences des producteurs, pour répondre aux exigences des transformateurs, également aux exigences des consommateurs. Utiles pour l'alimentation et son rendement, ces variétés permettent aussi de lutter efficacement contre la famine et la pauvreté. C'est le cas avec cette coopérative de femmes productrices d'Atiéké à Bouaké. Leur principale matière première est la variété de manioc Boku. Au niveau de la transformation, il n'y a pas de problème.
parce que c'est des variétés qui donnent du bon à Tchéké. Et même on peut le consommer en fufu, en placari, en gari. On a un contrat avec quelqu'un où on est en train de fournir, aujourd'hui on est en train de fournir 20 tonnes d'Atchéké qui va partir hors de la Côte d'Ivoire. Donc avec ces variétés, c'est seulement que ces variétés que nous traitons. Ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous, notre souci là, il faut que la femme, la jeune fille, ait de l'argent pour ne pas se divaguer dans beaucoup de choses. La coopérative de Viviane produit chaque 2 jours environ 10 tonnes d'attiéké destinées au marché national et international. Une source de revenus sûrs pour ces femmes. Après l'igname, le manioc est la 2e culture vivrière en Côte d'Ivoire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle estimait qu'en 2013, la consommation humaine de manioc en Côte d'Ivoire représentait 2,2 millions de tonnes et la consommation animale 115 000 tonnes. Passons à présent à la page économie de ce journal. Eurocham, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, a organisé jeudi dernier, ici à Abidjan, un petit déjeuner débat autour du thème « Les réformes douanières en cours ». La rencontre a donné lieu à des échanges entre l'administration douanière et le secteur privé. Cela pour mieux communiquer sur les principales réformes douanières en cours, connaître les nouvelles orientations et maîtriser les organes en charge de la mise en œuvre de ces réformes. On retrouve Jean-Louis Gbangbo. Dialogue direct entre l'administration douanière et le secteur privé. Ce petit déjeuner débat a été l'occasion pour le directeur général adjoint des douanes ivoiriennes et ses collaborateurs d'apporter des réponses aux préoccupations des chefs d'entreprise, membres de la Chambre de commerce européenne. Des préoccupations qui ont essentiellement porté sur les réformes entreprises pour garantir une célérité dans les différentes procédures de dédouanement. La réforme principale, c'est quoi? C'est éviter trop de contrôle à l'importation de la marchandise. Nous disons aux agents des douanes de libérer les marchandises le plus rapidement possible parce que nous avons mis un système en place que nous nous engageons sous réserve que toutes les formalités soient accomplies correctement à délivrer le bon à enlever, c'est-à-dire le permis de disposer de la marchandise en 48 heures. Des réformes bien accueillies par les opérateurs économiques qui souhaitent leur application effective sur le terrain. Il y a toujours des difficultés, c'est clair. Les difficultés existent, les difficultés pratiques. On est dans un environnement qui est ce qu'il est, qui est particulier. Ce qu'il faut surtout noter, c'est la volonté de la douane de faire mieux, d'être à l'écoute des usagers et surtout de faire en sorte que ce qui aura été décidé puisse être mis en œuvre. Faute de 170 entreprises membres, la Chambre de commerce européenne emploie 80 000 personnes en Côte d'Ivoire. Elle contribue à hauteur de 26% au PIB du pays. Les travaux de la 4e réunion des conseils économiques et sociaux UE-Afrique se sont achevés vendredi dernier. Ces assises qui ont enregistré plus de 200 participants ont permis de réfléchir sur les futures relations entre l'Europe et l'Afrique dans plusieurs secteurs socio-économiques. À l'issue des débats, une déclaration a été adoptée. Michel Digré nous en dit plus. Les conclusions de ces travaux constitueront une plateforme de réflexion pour le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement Union européenne, Union africaine. Cette contribution des conseils économiques et sociaux des 2 continents est essentiellement axée sur l'avenir du partenariat UE-UA. Concernant le futur des relations intercontinentales, les participants ont appelé au renforcement et à l'approfondissement du partenariat stratégique Afrique-Union européenne dans un souci de respect mutuel basé sur les intérêts communs. Cela en vue de faire face aux défis globaux tels que le développement durable, le changement climatique, l'immigration, la mobilité et l'emploi, la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix, la prévention des conflits et la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Une attention particulière a été également portée sur les problématiques liées à la jeunesse. Les délégués recommandent l'implication des jeunes dans la conception et la mise en œuvre des mesures concrètes visant des résultats immédiats pour leur épanouissement.
La contribution des jeunes au renouveau économique et social du Burkina Faso était au centre des débats du 15 au 18 novembre à l'occasion des États généraux de la jeunesse qui se sont tenus à Ouagadougou. Le thème de ces États généraux était « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ?» Et dans le cadre de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, un protocole d'accord sur la création d'un fonds pour l'insertion des jeunes des deux États a été également signé. Il porte sur plus de 100 millions de francs CFA. Sidi Touré représente la Côte d'Ivoire sur place et Franck Wadio y est au nom de la RTI. Son reportage. Ouagadougou, ministère de la Jeunesse, échange de documents entre les ministres à charge de la jeunesse de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Sidi Timoko Touré et Ismaïla Ouedraogo mettent forme à l'accord de coopération portant création d'un fonds pour l'insertion des jeunes dans les deux pays. L'action découle du traité d'amitié et de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, accord qui a favorisé la signature le 30 juillet 2013 d'un autre accord sur la jeunesse et l'emploi à Yamoussoukro. Nous sommes venus pour réactiver le comité de suivi et évaluation de la partie jeunesse de ce traité d'amitié de coopération et qui nous a donné instruction, nous deux ministres de la jeunesse de nos deux pays, à l'effet de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Vous avez en l'occurrence le fonds de la jeunesse, le fonds de financement des projets jeunes. Vous avez aussi un guide de civisme et de citoyenneté. Donc autant de dispositifs qui pour nous doivent être prêts et opérationnels pour le prochain sommet. Un fonds de 100 millions de francs CFA qui pourrait être revu à la hausse après quelques réajustements entre les deux États. Une coopération qui s'illustre bien car le ministre Sidi Touré, invité spécial des États généraux de la jeunesse à Ouagadougou, a partagé l'expérience ivoirienne avec des jeunes venus des 13 régions et 45 provinces locales. 3 jours de travaux et plusieurs préoccupations des jeunes burkinabés autour de l'autonomisation et du soutien à l'entrepreneuriat. Et une réponse du chef de l'État, Roch-Marc Kaboré, à la cérémonie de clôture, les jeunes appelés à agir contre les maux qui minent la société aujourd'hui. Nous devons être au front des combats, surtout ce qui concerne les aspects préventifs, concernant la santé, concernant la sensibilisation. C'est notre travail, c'est le travail de la jeunesse. La lutte contre la drogue, nous devons également être les premiers dans ce chantier, parce que là également, c'est quelque chose qui mine notre jeunesse. Nous devons également nous battre contre l'incivisme. Le président du Faso, qui a aussi détaillé la stratégie d'appui à la formation, à l'emploi des jeunes et aussi le soutien aux start-up. Des États généraux de la jeunesse jugés bénéfiques par les jeunes, tant du Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire, pays invité. Vous formez des soudeurs, vous formez des maçons, vous formez des mécaniciens. Mais quand on regarde un peu le marché, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont implantés, installés dans ce domaine-là. Maintenant, derrière cela, est-ce que l'État ne peut pas trouver un mécanisme pour que ces jeunes qui sont formés dans ces domaines-là, pour les projets de l'État. Traité d'amitié et de coopération, le TAC, dans sa phase active au profit des jeunes, d'autres actions sont à venir pour le rapprochement des peuples de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. De retour ici en Côte d'Ivoire pour tenter de circonscrire un incendie à la Gestosi, la société de stock des produits pétroliers de Côte d'Ivoire. Mais rien d'alarmant, c'est un test, une simulation. Et le feu qui s'est déclenché a été d'ailleurs vite maîtrisé par les soldats du feu. Le compte-rendu d'Issaïo. Un incendie de 6 cuvettes suivi d'un feu de bac déclenché à la Gestosi, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, ce jeudi aux environs de 10 heures. Ce feu a engendré 2 autres sinistres, un feu d'un camion-citerne d'essence et un autre de gaz. Cet incendie est provoqué par une fuite de produits au niveau de la cuvette. Dans la débandade, on dénombre 3 blessés immédiatement pris en charge par les services de santé. Alertés, les soldats du feu sont venus circonscrire l'incendie. Cet exercice n'est qu'une simulation des services de sécurité de la Gestosi pour tester leur capacité de réaction en situation réelle d'incendie. Aujourd'hui, nous avons des équipements assez opérationnels, équipements de pointe.
Nous allons commencer par notre véhicule incendie, VMR 150, qui est un véhicule qui a en son sein 15 000 litres de stockage de munitions à l'intérieur. Et le véhicule peut cracher 10 000 litres minutes. Et le véhicule en vol d'oiseau peut envoyer la mousse jusqu'à 120 mètres. Donc c'est un véhicule de pointe qui est comme un véhicule de dernier secours. Aussi nous avons des canons tratables, les canons 50-60 qui font 6 000 litres minutes et les canons GP 3 000 litres minutes qui aussi sont d'une importance capitale. Nous avons des équipements aussi, des flexibles, des équipements de pointe qui sont à notre disposition. En cas de grand feu, nous pouvons plus ou moins se construire. Le directeur général de la GES aussi salue la solidarité qui a prévalu au niveau des différents corps des entreprises sœurs. Les objectifs que j'attends de cet exercice-là, c'est la performance de mes équipes. Ça, c'est très important. Et la coordination avec tous les autres acteurs, que ce soit la CIR, la Petroci, Petroci Gaz, Petroci Pipe, les sapeurs-pompiers, la police, tout le monde, tous ceux qui sont venus pour pouvoir participer à l'exercice avec nous. Pour rappel, en 1999, un grave incendie avait détruit une grande partie des installations de la GES aussi. Pour prévenir pareille situation, elle organise tous les ans un exercice de simulation afin de tester son dispositif de sécurité. Reportage signé Issa Chonan Yeo. Bientôt, des centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse seront construites pour une production de 700 MW à Daoukro. L'initiative est de Daoukro Énergie. Le projet qui va durer 36 mois va coûter plus de 500 milliards de francs CFA. La collecte des ressources en biomasse et les travaux de construction des panneaux solaires ont été lancés officiellement par Enrico Nambédier. Reportage Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Boaki. La production des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire entre dans sa phase active. La collecte des ressources en biomasse pour l'exploitation des centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse a été lancée par Daoukro Énergie. La cérémonie officielle a vu la présence du président Henri Konan Bédié. Cette étape dans la production d'énergie renouvelable va consister à collecter des déchets et résidus provenant de l'agriculture, des substances végétales et animales issues de la terre et de la mer. Les centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse produiront 700 MW. Il s'agit aussi d'un côté de collecter la biomasse sur les routes, les herbes, que l'État doit dégager des moyens pour couper sur les routes. On a dit à l'État ne coupez plus, on va couper ça nous-mêmes et en brûlant on produit de l'énergie sur l'indiénier du Ablin, le Ifou, le Moronou et le Nzi. Prévu pour une durée de 36 mois, d'un coût d'environ 600 milliards de francs CFA, ce projet va toucher environ 76 500 hectares et 1300 km de route. Ce sont plus de 1200 emplois qui seront créés dans les régions de l'Ifou, du Moronou, du Nzi et de l'Indénié du Ablin. Cette démarche s'inscrit dans la politique de transition énergétique du gouvernement ivoirien, celle d'atteindre une production de 4000 MW d'ici 2020. Avec la concrétisation du projet Daoukro Énergie, la Côte d'Ivoire veut se positionner comme leader en matière de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables. Le parc national de la Comoé sera bientôt aménagé et protégé. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les défenseurs de l'environnement et l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Rencontre qui s'est tenue récemment en présence de nos reporters Davis Oyo et Issa Yeo. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé constitue la plus grande aire protégée du pays et la troisième de l'Afrique de l'Ouest. Riche de par sa biodiversité et d'espèces animales, cette biosphère est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Aujourd'hui, il est question de sa protection, d'où cette rencontre initiée par la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves et ses partenaires. L'autre défi actuel auquel nous nous attaquons, c'est la gestion durable du parc national de la Comoé. Il est ressorti un point fort, c'est qu'un des grands défis à partir de l'année prochaine, c'est la surveillance aérienne
du parc national de la Comoué. L'intervention de la KfW s'est basée sur un élément important, c'est la qualité de gestion de l'OIPR, puisque c'est une administration reconnue pour sa qualité de travail et qui a réussi à obtenir des résultats très intéressants. On a pu faire sortir le parc national de la Comoué de la liste du patrimoine mondial en péril. Donc c'est sur cette base que la KfW apporte cet appui financier à l'OIPR. Cette rencontre vise également à présenter un plan d'aménagement et de gestion de ce patrimoine pour la période 2015-2024, financé par le Fonds pour l'environnement mondial et la GIZ. Pour rappel, le parc national de la Comoué fêtera l'année prochaine ses 50 ans d'existence. L'école en Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé hier samedi à la remise de 2 écoles primaires au village de Daïri et de Koudoulilié dans le département de Lakota. Ce sont donc au total 12 nouvelles classes qui ont été construites pour offrir une meilleure formation aux enfants de ces villages. Issa Yeo, de retour de Lakota. Cette coupure de ruban ouvre la voie à de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants des villages de Daïri et Koudoulilié dans le département de Lakota. Ces 2 villages bénéficient chacun d'une nouvelle école de 6 classes entièrement équipées en table-banc et de bureaux de maître. L'initiative s'inscrit dans le cadre du volet éducation du CDD, contrat, désendettement, développement avec une facture chiffrée à 136 millions de francs CFA. Je me rappelle qu'en 2014-2015, quand la mutuelle m'a sollicité, nous sommes venus installer la mutuelle et nous avons visité cette école. Les enfants prenaient les cours à même le sol, il n'y avait pas de toiture, tout était vraiment dans un état de délabrement total. Cette page est désormais tournée. Les clés des nouveaux bâtiments ont été remises aux autorités préfectorales, représentées par le secrétaire général de préfecture. Cette politique résout le problème des effectifs pléthoriques. On n'aura plus un nombre de 50 à 60. Les élèves seront dans un bon environnement, les apprenants aussi, pour de bons résultats en fin d'année. Parents d'élèves, élèves et enseignants ont pris part à la cérémonie d'inauguration des 2 écoles. Tous poussent un ouf de soulagement et promettent d'améliorer les résultats scolaires. Au nom de la ministre Kandia Kamara, Abdoulaye Kouyaté assure que des initiatives similaires sont en cours partout où les besoins d'infrastructures scolaires se font sentir. Les lauréats du prix ASCAD 2017 sont connus. Les vainqueurs cette année sont 3 ONG. C'est l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire qui s'adjuge la plus haute marche du podium, suivie de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, puis arrive l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Cette 7e édition du prix ASCAD était placée sous le thème « La contribution à la promotion des droits de l'homme ». Reportage d'Avis Oyo dans un commentaire de Serge Coléa. La 7e édition du prix ASCAD est Bédassi Côte d'Ivoire. L'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi, grand vainqueur du prix ASCAD 2017. Ce prix est le fruit d'actions menées depuis 8 ans pour la promotion des droits des personnes albinos. Un chèque de 5 millions de francs CFA vient couronner tous ces efforts. Notre combat était axé sur la lutte contre l'impunité à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme et aussi l'amélioration des conditions de vie et d'existence des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, les personnes atteintes d'albinisme peuvent sortir, on le sourit. 2 prix d'encouragement ont également été décernés. Le premier à l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, doté d'une enveloppe de 2 500 000 francs CFA, et le second à l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, avec en prime un chèque de 1 500 000 francs CFA. L'ASCAD entend ainsi encourager tous ces acteurs. ASCAD est une société savante qui, parmi ses missions, vise à s'intéresser aux problèmes, à tous les problèmes qui concernent notre pays, dans son développement
il y a le progrès qu'il doit faire chaque jour pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour le parrain, le prix ASCAD contribue au changement du comportement. Les droits de l'homme, c'est le respect de la vie humaine, c'est le respect de la liberté des autres. Et nous tous, c'est une invite à être les gardiens des droits de l'homme pour que la Côte d'Ivoire, qui se veut un état de droit, puisse vivre en paix. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a pour principale mission de contribuer au développement, au rayonnement de la culture africaine et de la paix. C'est un reportage signé Serge Coléa et voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche et M. Maouli Sabla est installé. Mais avant d'entamer notre échange, je vous propose, M. Sabla, de planter le décor avec cet élément signé Sita Soro. Après une baisse prolongée de 2010 à 2015, la faim semble reprendre de plus belle aujourd'hui à l'échelle mondiale. Le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation a augmenté dans le monde, passant de 777 millions en mars 2015 à 815 millions en 2016 selon la FAO. En Afrique subsaharienne, la prévalence à la sous-alimentation est passée de 20,8% en 2015 à 22,7% en 2016 et le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation de 200 millions à 224 millions. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce fléau de la malnutrition. Même si de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement pour améliorer le système alimentaire, beaucoup reste encore à faire. La Côte d'Ivoire vit la malnutrition avec la sous-nutrition, la surnutrition et les carences en micronutriments, comme en témoignent nos différents indicateurs. Ces principales carences sont la carence en fer, la carence en vitamine A et également la carence en iode. Dans le domaine de l'agriculture, malgré une disponibilité alimentaire globalement satisfaisante au plan national, l'accès aux aliments reste limité pour un nombre important de ménages. Cela constitue la principale cause d'insécurité alimentaire qui touche environ 13% des ménages ruraux, dont 2,5% de façon sévère. La disponibilité alimentaire est également réduite par les faibles capacités de conservation et de transformation des produits avec des pertes post-récolte et post-capture variant de 30% à 40%. Le colloque régional pour des systèmes alimentaires durables au service d'une alimentation saine et une meilleure nutrition vient à cet effet apporter des solutions durables aux problèmes nutritionnels que rencontrent les pays africains. Il faut d'abord une volonté politique et comme nous avons déjà beaucoup de déclarations sur comment améliorer l'agriculture, la sécurité alimentaire, moi je pense que l'étape suivante, c'est de la mise en œuvre, une bonne mise en œuvre de ces engagements, dont l'engagement de Malabo, et il y a les ODD, il y a ce que nous appelons ICN, tout sur la nutrition. Le but de cette rencontre est d'identifier les lacunes et améliorer les systèmes alimentaires actuels et futurs pour une alimentation saine, sûre, nutritionnelle, équilibrée et adaptée aux populations. Monsieur Sabla, quel est tout d'abord l'état des lieux de la nutrition ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pensez de la nutrition ici? Bon, je pense que, merci beaucoup une fois encore de m'avoir sur votre plateau ce dimanche. D'abord, je pense que le ministre de la Santé a d'abord soulevé plusieurs statistiques sur l'état des lieux. Actuellement, comme elle a indiqué, quand on prend chaque 3 enfants, au moins un enfant ici en Côte d'Ivoire est en retard de croissance. Et les problèmes liés aussi à l'anémie, les carences en micronutriments. Plus de 50% de nos femmes sont anémiées. Et une femme anémiée ne peut pas être productive parce que l'anémie rend une femme anémiée à une faible capacité de productivité. Donc, ça a un cycle visuel. Donc, une maman qui n'est pas un état optimal en nutritionnel ne peut pas faire naissance à un enfant de bon poids de naissance dès le début. Et c'est pourquoi il y a plus de focus sur les 1000 premiers jours où on ne doit pas rater. Ces 1000 premiers jours, ça veut dire dès le moment où la femme prend grossesse jusqu'au accouchement et 2 ans de l'enfant,
il faut assurer un état nutritionnel optimal pour que cet enfant en pleine forme, d'agrandir normal et puis contribuer une bonne croissance. Oui, une bonne croissance pour contribuer au développement. Au développement. Et ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il en est? Ça se passe bien? Tout ça c'est respecté? Est-ce que le gouvernement est par rapport à la nutrition, est-ce que l'État fait quelque chose? Oui. La Côte d'Ivoire a été à féliciter. A été à féliciter parce que la Côte d'Ivoire est en train de montrer les bonnes voies en termes d'engagement politique. D'accord. Sur les dirigeants, sur le vice-président lui-même porte les dossiers de la nutrition. Le vice-président Daniel Kabla-Dankan, oui. C'est lui-même qui porte les dossiers. Donc, tous les secteurs qui contribuent à la nutrition sont redevables à lui. Donc, il y a une synergie et le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Eau et Assainissement, tous ces différents ministères sont sur une plateforme multisectorielle qui est redevable au vice-président. Et donc, au niveau mondial, au niveau ici, même en Afrique, la Côte d'Ivoire est un des pays qui est en train de montrer les bonnes voies depuis son adhésion au mouvement SAN, qu'on peut assurer une plateforme multisectorielle où chacun est redevable aux autorités en termes de leur contribution pour avancer l'agenda de nutrition dans le pays. Dans le pays et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas cette performance de la Côte d'Ivoire là qui a milité en sa faveur pour l'organisation de toutes ces rencontres internationales qui ont eu lieu récemment dans notre pays? Effectivement. Parce que quand on prend les plans multisectoriels de la Côte d'Ivoire, ça se retrouve que la Côte d'Ivoire est en train de prendre la disposition pour diversifier la production, pour s'assurer que la population a accès adéquat aux aliments nutritifs. Oui. La Côte d'Ivoire aussi est en train de prendre la disposition pour tous les aspects d'éducation nutritionnelle, pour les changements de comportement, pour que les gens comprennent c'est quoi la nutrition et pourquoi manger sain et équilibré, mais aussi faire le sport. Pourquoi faire le sport? Parce que aussi c'est important, on a des problèmes de surpoids et tous les problèmes liés à l'obésité et le cancer, le diabète et tout cela. Pendant qu'on est en train d'essayer de régler les problèmes de manque, en termes de carence en micronutriments et sous-nutrition, tous les retards de croissance, on est en train d'être confronté où plus de, actuellement 34% des femmes ivoiriennes sont sur sous-poids et 14% sont obèses. Obésité. 34% en surpoids, oui. Et puis 14% sur obèses, les femmes. Et l'obésité, ça engendre de hypertension, tous les problèmes liés. Bien Donc, sûr. On veut assurer que les gens mangent moins de sucre, moins de sel et moins de gras. Donc, il faut une réglementation des secteurs privés, une réglementation aussi, une information, sensibilisation autour de comment comporter en termes d'aliments. D'accord, ce qui m'amène à vous demander quelles sont les différentes formes de malnutrition justement et puis quelles sont leurs conséquences. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a les sous-nutritions qui sont toutes les retards de croissance, les carences en micronutriments essentiels, oui. Que le ministre de la Santé parlait tout à l'heure, les carences en fer, carences en iode, carences en zinc. Et tous ces micronutriments sont essentiels pour un état optimal de nutrition. Donc, la Côte d'Ivoire aussi a pris la disposition de rendre un certain nombre des aliments en termes d'enrichissement de ces aliments. La farine, c'est l'un de ces aliments, enrichi en fer acide folique. On fait aussi promotion de biofortification pour ajouter, ça veut dire rendre plus disponibles les micronutriments essentiels pour la vie. Donc, on a cet aspect de la carence et aussi on a des problèmes liés aux toutes les surpoids et obésité qui engère, ça veut dire trop de sucre, trop de sel, trop de gras oui. Dans nos aliments. Ça fait en sorte que la plupart de nos populations aussi sont en train, pendant qu'on est en train de développer, et il y a plus d'urbanisation, oui. Les gens n'ont pas le temps pour préparer, ils mangent sur la rue, donc c'est ce qui se retrouve sur la rue, c'est ce qu'ils mangent. Oui. Donc ça fait qu'on a ce problème aussi avec les surpoids et aussi l'obésité, qui doit être réglé véritablement
pour avoir un état optimal de nos populations, pour contribuer au développement. Et aussi, ça fait en sorte que le coût, les dépenses d'État sur la santé devient énorme. C'est pourquoi il faut qu'on prévienne. C'est plutôt prévenir que guérir. Donc, si on ne fait pas en sorte que nos aliments deviennent nos médicaments, les médicaments deviennent nos aliments. Et donc, il faut éviter tout ça. Bien dit, M. Sabla. Alors, dites-nous, quelles sont les interventions nutritionnelles clés que la FAO met en œuvre dans les pays sur lesquels il faut pouvoir insister? La FAO en Afrique, suite au SCN2, en train de prendre les dispositions sur tous les cadres des plans et politiques et investissements agricoles, en train de travailler avec plusieurs pays pour rendre les plans d'investissement agricole plus sensibles à la nutrition. Et ça veut dire quoi? Il faut inclure les actions concrètes en termes d'intervention qui peuvent agir. Et il faut aussi aller à l'échelle avec ces interventions. On parle de plutôt diversifier la production et puis avoir un système mixte de production où on fait la combinaison de, par exemple, le maraîchage avec les productions de légumes, avec l'élevage des poulets, et puis aussi tout ce qui est lié à assurer la disponibilité de lait, des œufs, de viande, et puis aussi les aliments qui sont denses en micronutriments, les aliments biofortifiés, et aussi qui sont enrichis en micronutriments. On parle aussi des actions qui sont liées aux éducation nutritionnelle. Ça veut dire qu'il faut revoir les curriculums des vulgarisateurs agricoles. Il faut revoir les façons dont on fait les cantines scolaires. Ça veut dire assurer qu'on incorpore l'éducation nutritionnelle pour que dès l'enfance, les enfants comprennent c'est quoi la nutrition. Parce que la nutrition, ça contribue vraiment à un état de vie, de vie bien, d'état sain. De bien-être. Donc, vraiment, l'éducation nutritionnelle joue un rôle capital pour que les gens comprennent pourquoi pourquoi avoir l'eau, assainissement, parce qu'on peut avoir un aliment diversifié, mais si on a l'enfant a le diarrhée, l'enfant ne peut pas bénéficier pleinement de ces aliments. Bien sûr. On fait aussi les promotions d'allaitement exclusif pendant les premiers 6 mois. Le lait maternel, c'est la première nourriture pour tout homme. Et c'est vraiment toutes les composantes valeur nutritionnelle est là pour les mamans. Donc, ici en Côte d'Ivoire, c'est seulement 12% des femmes qui allaitent exclusivement pendant 6 mois. 12% en Côte d'Ivoire. 12%. Donc, les femmes ne veulent pas donner leur sein. On fait la promo, on veut que les femmes donnent leur sein à leurs enfants pendant les 6 premiers mois. Et aussi, après les 6 premiers mois, continuer à allaiter, mais à donner aussi les aliments de complément idéal, équilibrés, pour que cet enfant agrandisse avec les conditions optimales, avoir l'eau, assainissement, hygiène, et s'assurer que l'enfant a une condition pour agrandir. Donc, la FAO est en train de travailler avec les pays pour capitaliser les investissements dans les plans d'investissement agricole pour rendre ça plus sensible à la nutrition et aussi la protection sociale pour s'assurer l'accessibilité aux aliments riches en micronutriments, plus de fruits, plus de légumes, plus des aliments, des ressources animales et aussi poissons. La FAO investit beaucoup dans l'aquaculture et la rizipisciculture. Ici en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle la rizipisciculture. On a aussi les champs écoles paysans où ça nous permet d'éduquer vraiment la population, les cultivateurs sur comment diversifier les bases de production pour vraiment assurer qu'il y a la disponibilité assez pour nos populations. Donc, le colloque régional qu'on vient d'entamer. Et justement, après toutes ces réunions-là, quelles sont les actions qui ont été prévues pour aider les gouvernements africains à respecter leurs engagements, justement? Parce que depuis Maputo, la plupart des pays ont pris l'engagement d'investir 10% de leurs ressources dans l'agriculture. Mais il faut s'assurer que ça ne rentre pas seulement vers la production vers l'exportation. Ça veut dire l'investissement. C'est important d'investir dans le cacao, le café et d'autres produits, mais il faut s'assurer que 70%, 80% de nos populations qui sont dans l'agriculture, on répond d'abord à leurs besoins.
répondre à leurs besoins, il faut s'assurer que tous les plans d'investissement agricole, selon par rapport au Malabo, l'engagement des Malabo, d'ici 10 ans, on doit assurer que le retard de croissance est moins de 10% et s'assurer que la plupart des pays ont cette approche intégrée de voir toutes les chaînes de valeur où on peut ajouter un valeur nutritionnelle à notre chaîne de valeur agriculture pour s'assurer un état optimal de nos populations qui peut décoller nos développements réels. Parce qu'on ne veut pas, il faut investir dans les cerveaux des enfants, il faut investir dans l'état bien-être des enfants et éviter tous les problèmes liés aux sous-nutrition pour s'assurer que nos développements soient vraiment réels et qu'il avance. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que la décennie d'action pour la nutrition et les pays africains dans le cadre de la déclaration de Malabo sont engagés donc à réduire le retard de croissance à moins de 10% d'ici 2025. C'est ça. Et quelles sont les attentes des gouvernements des pays africains? D'ici 2025, depuis les 3 dernières décennies, on n'a pas fait on a fait des progrès, mais ce progrès n'est pas significatif. Et donc, on est en train de demander aux pays de changer de façon de faire. Ça veut dire ne faire plus de business as usual. C'est comme on dit en anglais, comme je suis plus anglophone. Donc, on est en train de travailler avec les pays sur cet engagement. Il y a un cadre de mise en œuvre de cet engagement sur CN2 pour s'assurer que toutes les recommandations et l'engagement politique soient traduits des actions concrètes pendant ces 10 ans pour un impact réel sur nos populations. Donc, la plupart des pays sont en train d'augmenter les parts de budget alloués à la nutrition. Et aussi, il y a aussi toute l'implication des parlementaires dans l'approche en termes de budgétisation, en termes de législation et les réglementations qui on a besoin pour avancer l'agenda. Et aussi le rôle du secteur privé aussi est très très important dans tous ces processus. Merci Monsieur Sabla, Maouli Sabla. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique principal chargé de la nutrition au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, basé à Accra au Ghana. Vous êtes du Ghana. Je suis un vrai panafricain. D'où votre très bon français. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est ici que l'on referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal que vous pourrez revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bon dimanche.